Salut Hugo, Salut Nicolas, bienvenue sur le podcast Comptoiria. merci de ton invitation. Alors ça y est, on y arrive enfin, Ouais. au lendemain du sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle. C'est un moment idéal pour faire ce podcast. Hugo Borenstein, tu es le cofondateur avec ton frère, il me semble, de Omi. Entreprise familiale, t'as raison. Magnifique. C'est hyper important d'avoir des entreprises familiales et françaises aussi innovantes sur des produits, sur le retail, sur la 3D, sur l'IA. Tu vas nous en parler. Oui, On a eu l'occasion de se croiser sur le plateau de BFM Business c'est vrai. avec nos chers amis Fred, François, Léa. On les embrasse Et d'ailleurs. on les embrasse. Et surtout, écoute, on va aller un peu plus loin. Hugo, pour commencer, merci d'être ici. Et quel est ton sentiment sur l'IA générative depuis 2 ans? Comment est-ce que tu vis ce tourbillon? Écoute, c'est une bonne question. Au début, je l'ai vécu pas vraiment comme tout le monde parce que nous, on est lancé, on va faire nos 5 ans en mars 2020. Donc, c'est des sujets qu'on regarde depuis un moment. Moi, avant de lancer la boîte avec Paul, de lancer Omi avec mon frère Paul, j'ai été chez Meta où on avait ouvert un laboratoire d'intelligence artificielle à Paris en même temps que celui de Google. Donc, c'est des sujets que je suivais. Alors, pas d'un point de vue technique, pas d'un point de vue aussi avancé, mais depuis un moment. Il y avait déjà beaucoup d'innovations sur la voix, sur le traitement du texte, sur la compréhension des documents. La nouveauté, c'est vraiment l'image. J'imagine qu'on va en parler. Mais je le vis avec excitation, exaltation presque, parce que les 3 premières années, tu sais, quand on disait aux gens, tu peux générer une photo ou une vidéo d'un produit ou d'autre chose avec un ordinateur sans shoot photo, bah on te regardait un peu comme un dingue. On disait, je comprends pas, qu'est-ce que tu veux dire, j'appuie sur des touches et ça génère une photo. Les vertus principale pour moi depuis 2 ans, c'est l'éducation au grand public. Je pense que tu seras d'accord, c'est que maintenant, n'importe qui peut se mettre à utiliser un outil d'intelligence artificielle générative. Et donc, ça a changé la donne parce que le marché est éduqué. L'utilisateur, le consommateur s'en sert quotidiennement. Donc, c'est plus du tout le même débat. Tu n'as plus besoin de faire autant d'éducation qu'il y a quelques années. Oui, c'est vrai que tu as vécu toi, ça de l'intérieur un petit peu. Et après, oui, position très intéressante parce qu'en tant qu'entrepreneur et dans l'image depuis 5 ans, tu peux pas en tout cas fermer les yeux et passer à côté de cette vague d'IA générative. Je pense qu'il faut l'embrasser d'une certaine manière. Et j'imagine que c'est ce que tu fais, ce que vous avez fait et ce que vous continuez à faire avec un nouveau modèle. Omi 3, Ouais. j'ai vu que tu avais commencé à teaser un petit peu sur LinkedIn. Je pense que quand nos auditeurs écouteront ce podcast, tu seras vraiment en pleine annonce. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce Omi 3? J'ai vu la vidéo, la petite vidéo démo que tu as mis. Elle est hyper bien faite. Franchement, ça donne envie. Je vois une petite bougie rouge, je crois, comme ça, sur un fond Qui évolue noir. dans plein d'environnements. C'est très beau. Hein. Moi, j'ai fait pas mal de e-commerce, comme je te le disais. Ouais. Chez Vente Privée, j'ai travaillé avec Jacques-Antoine Granjon, Ilan Benaïm, et j'ai adoré faire ça. Et Jacques-Antoine me répétait à longueur de réunion, parce que j'avais la chance d'avoir un bureau en face du sien, et quand il ne hurlait pas dans le couloir, il me répétait tout le temps, sur Internet, on ne vend pas un produit. Alors que pourtant, Vente Privée vendait des dizaines de millions de produits par an. Sur Internet, on vend une photo. Et ça, c'était la clé, tu vois, du business, la clé de ce vers quoi ils mettaient leurs efforts. Et d'ailleurs, Vente Privée a été précurseur dedans, parce que Vente Privée a ouvert des studios photos en Europe du Sud. Vente Privée renouvelait ses images tous les jours. Quand on ouvrait Vente Privée le matin, il n'y avait pas la même image que la veille, donc ils essayaient quasiment de gamifier l'expérience. Alors, pour expliquer peut-être ce qu'est Omi, c'est un studio photo virtuel qui permet aux marques de créer des photos et des vidéos de leurs produits en quelques minutes sans compétences techniques. Ce sont des technologies d'IA 3D, donc c'est différent de ce qu'on voit beaucoup parce qu'il y a énormément d'innovations historiquement dans l'IA 2D. On connaît nos amis de Photoroom qui sont une success story magnifique depuis la France qui permettent de générer des images 2D. Nous, on a une particularité, c'est la 3D. Donc la 3D, c'est des technologies qui sont là depuis un certain temps. Bien sûr. C'est le jeu vidéo, c'est Matrix il y a 20 ans, c'est le film, etc. Nous, on les utilise, on les exploite pour les rendre accessibles aux marketeurs produits. On parle de moteur dans la 3D historiquement.
Tout à fait. Et alors, dans l'IA, on parle de générative, on parle de modèle. Oui, tout à fait. Ça nous intéresse énormément, Hugo. Alors, c'est une grande différence. Tu as tout à fait raison. Nous, on développe des modèles spécialisés basés sur les technos d'open source, mais le cœur d'OMI, c'est un modèle spécialisé, un moteur spécialisé, donc pas un modèle. On utilise Blender, qui est le code source depuis 30 ans de référence sur la 3D. Un moteur de rendu, pour expliquer à tes auditeurs, c'est l'équivalent d'un modèle pour l'IA générative qui permet de générer une image, donc de computer, de calculer tous ces critères, les reflets, les couleurs, l'angle de vue, etc. C'est comme ça que tu fais des jeux vidéo. Ça peut être en temps réel. Quand tu joues aux Sims, quand tu joues à Call of Duty, tu es en temps réel, donc en fonction des actions que tu fais, le moteur calcule l'environnement, ou ça peut être pas en temps réel. Donc nous, c'est ce qu'on fait, des rendus photoréalistes, ça ressemble à une vraie photo, donc tu n'es pas capable de dire, si tu regardes une photo shootée par un photographe, une agence, un studio, ou générée par notre moteur de rendu, c'est le cœur de notre techno, et c'est un choix qu'on a fait avec mon frère il y a quelques années, parce que il y avait déjà beaucoup d'innovations en mars 2020 quand on se lance sur l'IA 2D. C'était pas grand public, mais tu avais beaucoup de papier, beaucoup d'open source. On parlait de Photoroom, la techno qui permet de détourer une image et de la mettre dans des fonds, elle date d'à peu près ces eaux-là, 2019-2020. Et tu as le pendant, tu as la même innovation côté 3D. C'est plus dur, tu as une barrière à l'entrée qui est plus haute parce qu'il faut un modèle 3D, donc un objet 3D de ton produit. On peut parler de comment nous on le crée et puis de l'innovation qu'il y a dedans. Et après, tu peux faire tout ce que tu veux. Et la différence entre les deux, c'est le niveau de qualité. La 3D, comme tu as ce moteur de rendu qui génère tout, tu as vraiment l'illusion d'une vraie photo. Reflet, transparence, etc. Oui, bien sûr. Je vois bien. Ça me rappelle, tu sais, moi j'organise des meet-up à Paris. J'espère que tu me feras l'amitié de passer avec ton frère un de ces quatre pour présenter. On est obligé parce que tout le monde en parle. Hein. Donc toi, tu as fait les meet-up de référence maintenant à Paris. Et tu vois, sur les premiers meet-up, je me souviens, j'étais dans un bar en sortant à Bonne Nouvelle avec des mecs de la 3D, justement. Mais alors là, je te parle de février 2023. Ouais. Et eux, ils venaient un peu en curieux pour voir ce que nous, les nouveaux un peu de l'IA générative, on faisait. Et je me souviens très bien, ils me disent à ce moment-là, ah ouais, non mais tu sais, c'est super cool, mais t'as pas de contrôle. Tu peux pas arriver à un résultat aussi propre que le mien. Moi, avec ma 3D, je suis sur une approche déterministe. J'ai ce que je veux au pixel près. Vous, c'est au petit bonheur la chance. Est-ce que ça marche? Est-ce que tu as un coup de bol? C'est aléatoire. Tu peux faire des trucs sympas, mais c'est pas du tout le même procédé. Oui. Et voilà ce qu'ils me disaient il y a 2 ans. Ils avaient raison. En fait, ça détermine le marché que tu veux servir. À nouveau, Photoroom, mais plein d'autres. Je parle de Photoroom parce que c'est des Français, donc on peut faire Cocorico parce que c'est un succès exceptionnel. Ça sert le prosumer. Donc, tu as quelqu'un qui veut prendre une photo de son pull et puis qui veut le vendre. Il va faire une image qui est pas parfaite, mais qui fera le job pour aller la poster sur, pas vente privée, mais l'équivalent de vente privée pour vendre son produit, le bon coin, ce que tu veux. Nous, la différence, c'est le niveau de contrôle et de contrôle sur l'output. Donc, comme tu le dis, c'est un modèle déterministe. Tu peux vraiment au pixel près décider de ce que tu veux obtenir. Ce qui nous permet de servir des grandes marques de cosmétiques, de beauté, de boissons, de CPG. Les clients, donc j'ai vu qu'il y avait Clarins sur ton site. Est-ce que tu peux nous citer quelques grands noms que tu as? Alors, il y a des très grands noms que j'ai pas le droit de citer, faut que tu me réinvites, mais parce que pour l'instant, alors c'est le début, ça fait 1 an, nous 1 an et demi. Bon, pense aux 2 plus grandes boîtes françaises de cosmétiques ou d'accessoires qui sont aussi nos clientes. Mais tu parlais de Clarins, je peux te parler de Nestlé, je pourrais te le citer, mais d'une marque de boisson dont l'étiquette est rouge et qui est très sucrée aux États-Unis. Normalement, tu trouves, mais ce sont des clients qui ont un besoin de contrôle absolu sur leur image. Quand tu es une marque, le cœur de ton métier, c'est ton image de marque. Et donc, tu veux que ce soit parfait, que ce soit fidèle. Pas tout type de produit. Merci de poser la question parce qu'on ne dit pas assez. Nous, on se spécialise. Tu fais pas les bagnoles, par exemple. On fait pas les bagnoles parce que c'est trop grand. On fait pas le vêtement parce que c'est pas assez quali. Alors, il y a beaucoup d'innovations. Beaucoup, je suis sûr que tu suis. Mais tu as un problème de contrôle et quand tu veux vendre une veste Chanel, tu veux que ce soit la veste Chanel et pas à peu près la veste Chanel. Donc, nous, notre spécialité, c'est le produit CPG, beauté, cosmétique, boisson, vin, spiritueux, high-tech, plutôt de petite taille et pour lequel notre technologie marche vraiment bien. Tu as on appelle ça un digital twin, une copie parfaite à 100% de ton produit physique sur OMI. Magnifique. Chaussures, ça rentre aussi donc dans ta catégorie. Ouais. Les chaussures, pour te dire, la façon dont on acquiert le modèle, c'est par d'autres technologies dans lesquelles tu as de plus en plus d'innovations sur l'IA générative qui sont les technologies de scanning. Tu as peut-être suivi Goshen, Nerf, toutes ces technologies-là qui permettent de scanner un produit à partir de l'image, de le reconstituer. C'est de l'IA générative qui permet d'anticiper les critères de ce produit, donc à quel endroit se positionne le lacet, la texture de la semelle, ce genre de choses-là. Ça marche très bien pour la chaussure. Magnifique. Hugo,
On va revenir tout de suite dans un instant sur ton procédé, Omi, comment ça se passe, comment est-ce que tu récupères le produit, ta vision aussi du futur, du retail et de l'IA, ça nous intéresse énormément. Oui. Juste avant, en 2 mots, le sommet pour l'action sur l'IA, t'en as entendu parler un petit peu, t'étais à Paris à ce moment-là. Alors moi j'ai passé une tête à Station F, mais je suis pas passé au Grand Palais. Okay. Écoute, j'ai entendu un peu de tout. Moi j'ai une voix un peu dissonante sur le sujet. Je pense que la volonté de pousser l'IA à la française, elle est bonne, elle est essentielle. On a des super acteurs, on a les meilleurs talents dit à longueur de journée, on produit les meilleurs chercheurs. Donc c'est normal qu'à un moment on ait envie de dire une IA à la française générative à sa place. Don't be humble, comme l'a dit Clara Chapaz chez Photoroom. On a les talents, on a les startups, on a les modèles. On peut faire cocorico, on peut être super fier, tu vois. Et franchement, on innove assez peu à grande échelle. Là, on a une fenêtre d'opportunité pour le faire et puis changer le jeu, prendre vraiment notre position. Maintenant, là où je trouve qu'on se met un peu le doigt dans l'œil, c'est qu'il ne suffit pas de faire un sommet, il suffit pas de faire un selfie, il ne suffit pas de faire un beau logo pour faire une politique de l'intelligence artificielle. Les États-Unis, on en parle régulièrement quand on est ensemble dans les médias, enlèvent les taxes, les régulations, les accès à la data, c'est open bar. Le but du jeu, c'est de gagner la course de vitesse à l'IA générative. Bon, nous, on fait un sommet, c'est cool, ça fait des belles images. Le président a fait le VRP de l'IA. Franchement, c'est bien qu'il mouille la chemise et qu'il y aille. Mais derrière, il n'y a pas vraiment d'incentive fiscale. La data en Europe, on sait très bien que la régulation française, mais surtout de l'Union européenne, est hyper restrictive pour accéder à la donnée et entraîner les modèles. On paye pas assez. Donc, c'est cool de faire une belle image, mais moi j'aurais aimé que le gouvernement, mais d'ailleurs ça se joue au niveau de l'Europe, arrive en disant voilà toutes les barrières que je vous enlève pour que vous puissiez innover. C'est pas vraiment le cas. Après, donc, on a eu 109 milliards côté français, 200 milliards côté européen. La France tire l'Europe, cocorico, on en est content. Ursula von der Leyen, 109 milliards français. Quand tu regardes dans le détail, comme tu sais, c'est 3-4 milliards français. T'as raison, et MTX, le Moyen-Orient, en effet. Et c'est de l'argent américain, c'est de l'argent qui vient d'ailleurs. Alors c'est bien qu'on attire des investissements étrangers. D'ailleurs, il faut dire merci et saluer Iliad, qui est à peu près la seule boîte qui prend sa part, parce qu'on aurait plein d'autres boîtes, d'autres gros corporates qui pourraient participer à cet effort-là. C'est pas vraiment de l'argent français. C'est vrai. Un peu décevant, moi, je trouve. Tu as raison. Tu as raison. Et bravo à Xavier Niel, à Aude Durand, que j'espère recevoir peut-être la semaine prochaine dans le podcast. Ça serait magnifique. Ça serait super. Bravo et merci. Et bravo, merci. Et donc, je dis, et tu as raison, par contre, sur l'AI Act, pour l'instant, en tout cas, on n'y a pas vraiment touché. Ursula a dit qu'elle allait simplifier. Bon, simplifier, je pense qu'il faut faire encore plus que simplifier. Elle est encore un cran plus loin. Supprimer, ce serait pas mal, parce qu'on est le seul continent à l'avoir fait. Franchement, j'ai aucun problème à le dire. J'ai aucun problème à dire ça. Merci de le dire comme ça, Hugo. Moi, je pense que c'est de la politique et on n'est pas à un moment où il faut faire de la politique. Il faut gagner cette course de vitesse. Le géant américain, le géant asiatique, il s'embarrasse pas de faire un AI Act que en fait, personne n'applique parce que de toute façon, il sert vraiment à rien. C'est juste en plus un mauvais signal qu'on envoie au marché et qu'on envoie à l'extérieur. Donc, j'ai pas bien compris à quoi ça sert, à part un statement politique. Ça me rappelle notre dernière émission de radio. On embrasse Salim au passage. Oui, t'es pas d'accord, mais bon. Et je suis complètement d'accord avec toi. Hugo, petite question que je suis obligé de te poser maintenant. C'est l'outil d'IA que tu utilises le plus, toi, au quotidien. Et peut-être un petit conseil, une petite astuce secrète que tu serais OK de révéler à nos auditeurs. Alors, je vais vous en donner un que j'utilise pas moi en direct, mais qu'on utilise pour la boîte et qui est formidable, qui s'appelle 11X. Je ne sais pas si tu l'as spoté. Non, on connaît 11 Labs, mais 11X. 11X, il permet d'avoir des avatars virtuels qui font de la prospection ou du closing commercial à un niveau de personnalisation qui est hallucinant. C'est-à-dire que tu ne sais pas si tu parles à une vraie personne. En termes de contexte, il est capable de s'adapter à peu près tout. Il peut pas aller jusqu'au closing d'une transaction, d'une vente, etc. Mais il peut faire toute la discovery, donc toute la qualification d'un prospect, d'un client, de quelqu'un qui passe la porte de ton site internet pour consommer, que tu sois B2B ou B2C. Moi, il m'a mis une claque. Il peut vraiment automatiser toute une partie de la prospection. Et en termes de temps, tu gagnes
c'est pas des semaines, c'est des mois que tu gagnes de tâches que tu fais manuellement aujourd'hui. Mais avatar vidéo incarné Alors, tu as des fonctions d'avatar vidéo dedans, donc il peut passer toi, des appels. comment tes commerciaux s'en servent et comment est-ce que toi, il t'a approché? Nous, il est branché sur le CRM et il va qualifier la base dans le CRM. C'est beaucoup du call, donc ce que ferait aujourd'hui ce qu'on appelle un BDR ou un SDR, de l'avant-vente, de la qualification. Il le fait à ta place. Le truc, c'est qu'il le fait à une très très grande échelle parce qu'il peut paralléliser ses tâches. Donc, au lieu d'un SDR qui va passer, je sais pas, un bon SDR, 40, 50 appels dans la journée, il va en passer 500, 1000 dans la journée, qualifier, et ensuite passer la main à un humain qui, lui, va aller plus loin dans le processus. Mais si tu as un business de flux, agent, tout à fait. D'accord. Nice. Elevenix, allez regarder, c'est pas gratuit. Il est assez cher parce que je pense qu'il a un modèle de coût qui est pas encore à l'équilibre et puis qui fonctionne pas bien. Mais vrai claque. Waouh. Merci beaucoup pour le tuyau. On va regarder. Toi, dans ton quotidien, ChatGPT, dans la boîte, vous avez ChatGPT, Claude, vous avez choisi une solution? On utilise beaucoup ChatGPT. Alors nous, on utilise à la fois les modèles open source ou les modèles commerciaux. Alors je vais te dire une bêtise, mais on a passé, en gros, on s'approche des 60. Okay. Donc maintenant, c'est assez gros. La particularité, c'est qu'on a une équipe historique en France et au Royaume-Uni. Nos premiers employés ont été au Royaume-Uni. Et puis maintenant, on a France, Europe du Sud, Royaume-Uni toujours. Et puis les États-Unis, on vient d'ouvrir un bureau il y a quelques mois. Donc on accélère. Mais ça te permet vraiment, ce genre d'outil, de démultiplier ta capacité de travail. Aujourd'hui, nos follow-up passent par ChatGPT. D'accord. On charge le script d'une conversation, d'un appel. ChatGPT nous fait un transcript, nous fait une personnalisation, nous crée une séquence qu'après on va pusher dans notre CRM. Donc en termes de productivité, tu démultiplies tes capacités. Mais à nouveau, tu gagnes pas 2 semaines, tu gagnes 6 mois, quoi, dans certains cas. Donc ça change vraiment tout. Waouh. Ok, donc grosse utilisation de l'IA générative, ChatGPT au sein d'Omi. Super. Alors, maintenant, Hugo, donc, allons un peu plus loin sur Omi pour que tu nous présentes un petit peu le process, comment ça se passe aujourd'hui pour faire ton modèle 3D. Est-ce que tes clients t'envoient des produits, des échantillons? Comment tu fais par rapport à ça? Et ensuite, est-ce que après on parlera évidemment du nouveau modèle Omi 3. Ok. Alors, tu es un client. Ouais. Tu es une marque. Parfait. Tu as besoin de créer du contenu en permanence pour ton e-commerce, ton CRM, ton réseau social, ta publicité. Enfin bon, le contenu visuel quand tu es une marque, c'est comme l'électricité. Si tu n'en as pas, tu cesses d'opérer. Donc tu en as besoin en permanence pour tous les canaux, tout le temps. Le problème que tu as, c'est que tu dois le renouveler sans cesse. Ta pub Instagram, elle dure 2 semaines et puis après, il faut une nouvelle pub. Ta bannière sur ton site, aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. On enregistre le jour de la Saint-Valentin. Je sais pas si c'est un cadeau pour moi. J'ai pas de cadeau pour toi. Mais tu veux contextualiser ton site pour la Saint-Valentin et c'est pas la même chose que pour Noël. Donc, tu dois changer en permanence ton contenu. Tu fais ça avec des photographes, des studios, etc. Mais c'est très dur de suivre la Ça reste encore un grand problème pour tous les petits commerçants, les petites marques et tout ça. Les grands. Et les grands. Quand tu es encore plus. Clarins, 10 500 produits, 10 500 SKU, pour créer du contenu pour 10 500 SKU, c'est impossible de le faire de façon classique. Donc les clients viennent à nous pour utiliser Omi pour automatiser une partie de leur production visuelle. La première étape, tu l'as dit, c'est de créer un modèle 3D. On a plusieurs streams. Le plus gros, c'est que les clients nous envoient leurs produits, qu'on recrée en modèle 3D. Un modèle 3D, c'est comme un dinosaure ou un pistolet laser dans Star Wars ou un vaisseau spatial dans Star Wars. Donc c'est une copie de ton produit, fidèle, avec tous ses critères, sa texture, son design, son identité, ses transparences, etc. Tu le scannes? On peut le faire par scan. D'accord. C'est un bon 15-20% de notre production de modèle 3D. Tu peux le faire avec un artiste 3D quand le produit est compliqué. Donc si on parle d'un sac ou de ce genre de choses-là, c'est un mix de scan et d'opérations manuelles. Et tu peux le faire avec l'IA 3D. Tu as sans doute vu toutes les technologies, parce que ça s'accélère vraiment depuis 6 mois, ou à partir d'une image, tu peux créer un asset 3D, à partir d'un prompt, tu peux créer un asset 3D. Ça marche pour les produits simples. Une boîte, un packaging, ça fonctionne, tu as un bon niveau de qualité. Ouais. Dès que tu as de la transparence... Il y a quelques acteurs trop... Je sais plus comment ça s'appelle, Créa.ai a sorti un gros modèle il y a pas longtemps, tu vois, qui est hyper intéressant. Flux, on a pas mal. Donc, tu as plein de modèles, ça innove beaucoup. Nous, notre positionnement, c'est de proposer toute la palette de services pour transformer en objet 3D. Scanning, manuel, IA générative, on fait les trois. Ça dépend du niveau d'attente que tu as et de la complexité de ton produit. Parfait. On appelle ça un digital twin. Donc le but, c'est vraiment d'avoir une copie fidèle à 100% de ton produit. On en fait, nous, 4 à 5 000 par mois. Donc, c'est pas pour faire... 4 à 5 000 scans 3D par mois de produits. De produits ou d'objets pour nos catalogues, notre librairie, etc. Donc, on a un dataset d'objets 3D qui est sans doute un des plus gros en Europe. Pour te donner une échelle de comparaison, le dataset de Meta et iLab qu'ils mettent à disposition, c'est 3000 assets.
Donc tu vois, c'est assez petit par rapport à nous. Nous, on a vraiment une production continue Wow. d'assets. On est les premiers en Europe maintenant. Alors, il y a des gros acteurs asiatiques, des gros acteurs américains, on a encore du taf, hein, je te rassure, on fait pas les malins, mais on a vraiment pris la place sur le marché européen. Une fois que tu as ton modèle 3D, il est disponible sur Omi. Ouais. Pour le dire très simplement, on aime bien dire que c'est le Canva de la 3D parce que c'est super simple à utiliser. Bien sûr. C'est l'autre innovation qu'on apporte, c'est que aujourd'hui, quand tu veux utiliser l'IA générative pour créer des visuels, tu dois savoir prompter. Tu l'as dit tout à l'heure, tu n'as pas un niveau de contrôle parfait, etc. Nous, on a rendu tout simple. C'est des presets, des templates, du drag and drop, comme Canva, avec un niveau de créativité de contrôle absolu. Et en quelques clics, 2-3 minutes, tu obtiens une photo de ton produit à Paris, à New York, dans une salle de bain, détouré, un produit, 200 produits, avec un niveau de qualité parfait. Et tu as des sites qui sont 100% alimentés en 3D Omi. Le site de Clarins, par exemple, tous les produits, les packshots sont générés avec Omi. Je suis allé dessus pour préparer notre entretien. Et Donc, normalement, tu n'as pas su savoir si c'était de la 3D ou si c'était une photo. Non. C'est le petit tour de magie qu'on veut réussir à faire. Et je me suis dit, ah bah tiens, sur ce tube de crème, est-ce qu'il est omis ou pas? Et tu l'as pas su. Et il est Omi. Donc voilà. Et puis c'est après, l'intégralité, tu dis, sur ce site. alors, c'est toutes les gammes, c'est pas tout le fond de catalogue, Ouais, c'est ouais. 10 500 scoops, mais ça doit être une bonne moitié maintenant. Tu vois, et sur les sites internationaux, de Nice. plus en plus. Ouais. Et après, on s'intègre au canaux de distribution de nos clients. Donc, tu peux pusher ton contenu sur ton Shopify, sur ton Insta, dans ton Figma, dans ton Canva, dans ton Photoshop. Maintenant, on a plein de nouveautés. Et le but pour nous, c'est d'avoir le workflow, onboarding de tes produits, génération de tes photos, de tes vidéos, distribution sur tes canaux, pour apprendre de la performance. Moi, je veux savoir si tu fais un packshot sur fond blanc, un packshot sur fond bleu, celui sur fond bleu fait plus de clics, plus de likes, plus d'engagement, plus de ventes. Je veux extraire cette data et la réinjecter dans la génération. Donc, Ça, on veut c'est- créer cette boucle vertueuse. Ça, c'est ton côté méta. C'est mon côté Qui performance. Oui, tout à fait. Mais, Mais écoute, ce que ça plaît. c'est bien, c'est bien. J'ai vu une vidéo, donc c'est peut-être ton Omi 3 là, mais et vraiment je l'ai vu tout à l'heure pour préparer et je l'ai complètement en tête. Je vois très bien je sais plus si c'était une bougie, mais tu la mets ensuite sur un petit socle, tu changes la couleur du marbre et tout, tu changes la couleur du fond et après en effet c'était très bien fait. Tu pouvais changer le format Oui. très rapidement, Tout à 16 neuvième, 9 16e et tout ça TikTok et après il y avait ces petits boutons d'export sur Shopify, etc. Ouais, tout à fait. Ça semblait très 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 simple. C'est fait pour être le plus simple. On s'adresse à des e-commerce managers, CRM managers, social media managers, donc des gens qui n'ont pas de compétences techniques ou créatives, mais qui ont besoin de créer du contenu. Et juste, tu l'as dit, tu peux venir vraiment customiser tous les paramètres. Donc la couleur du fond, la lumière, tu peux changer la lumière, ce que tu peux pas faire avec l'IA générative 2D proprement, l'orientation des ombres, l'intégration dans l'espace, c'est vraiment du sur-mesure et tu peux choisir ton niveau de calibrage de tous les éléments, ce qui nous différencie de l'IA 2D et du reste du marché. Et donc sur les indicateurs de conversion, j'ai vu aussi donc que tu mettais en avant des chiffres assez intéressants, assez impactants, donc sur le taux de conversion, sur le taux d'engagement, peut-être même sur une diminution du taux de retour. Ouais, tu as des diminutions du taux de retour parce que quand tu peux voir ton produit sous tous les angles, interagir avec, parce que tu peux aussi mettre le produit 3D sur ton site internet directement, et tu réduis une partie de la distance entre le consommateur et le produit qui est instauré par l'écran. Le but du jeu en ligne maintenant, c'est ça, c'est de recréer l'expérience magasin, que tu puisses presque toucher le produit en ligne. C'est très dur à faire avec les solutions classiques. Toutes ces technos-là, nous, mais pas que, te permettent d'aller beaucoup plus loin. Magnifique. Donc, écoute, c'est franchement bravo pour ce que vous avez mis en place sur Omi là, avec ton frère. Comment tu vois donc maintenant le futur, Hugo, par rapport à ça? Est-ce que tu vois l'IA générative, une côté de la génération que tu vas inclure un petit peu dans tes futurs produits? Alors, Ton Omi 3, est-ce que c'est ça? on l'a introduit dans le 2.0 Dans le 2.0 déjà. par d'accord. petites touches. Générer des fonds. Donc tu promptes et tu dis une salle de bain de style moderne, marbre, ça va te générer un fond dans lequel tu peux placer ton produit. Les textures, je veux que mon produit soit sur un socle, en bois, en marbre, en pierre, en ce que tu veux, en cuir par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on avait introduit. La nouvelle version, elle va plus loin sur deux fonctionnalités. L'intégration du produit dans le fond. Donc c'est pas un fond plat avec une photo plate du produit que tu places dessus, c'est un fond 3D dans lequel tu peux déplacer ton produit. Donc ça change tout parce que tu peux aller en profondeur, en mettre plusieurs, avoir l'intégration, etc. Donc ça, c'est un modèle. On bosse dessus depuis août 2022. On utilise pas mal de techno. Mon frère pourrait mieux t'en parler. Donc tu génères un fond 3D autour de ton produit. Tu génères une image qu'on transforme en fond 3D dans laquelle tu peux placer ton produit.
Ah ouais, d'accord. Donc tu vois, c'est un Tu flow. génères une image que tu transformes en compte 3D dans laquelle tu Exactement. passes ton... Et donc ça veut dire que Ah si ouais, dans ouais. l'image, comme dans cette pièce, la fenêtre est à droite, la lumière va venir de la droite, bah, sur ton produit, la lumière viendra bien de la droite, l'ombre sera bien sur la gauche, la transparence sera bien intégrée, etc. Ça démultiplie la capacité créative en fait. Tu peux vraiment mettre ton produit sur Mars si tu as envie de le mettre sur Mars, sur la Lune, enfin bon, il n'y a plus de limite à la créativité. Ah, mais c'est excellent, Hugo. Mais, parce qu'en fait, tu vois, moi, je fais beaucoup de formations sur l'IA pour Oui. des e-commerçants, pour tout type de marques. Oui, on a plein de marques qui te connaissent, qui te suivent, avec qui tu Clarins, travailles. Ouais. euh, et et c'est vrai que souvent, tu vois, on pense que l'IA générative, c'est un peu le bouton magique où ça permet de répondre à tous les cas. Et alors que justement, ben, moi, j'ai une slide qui est très claire, tu vois, sur ben, si tu veux mettre en scène un produit e-commerce de manière parfaite, ben, en fait, dans ce cas-là, aujourd'hui, à part certaines solutions du marché, peut-être la tienne, ben, l'outil l'IA générative n'est pas le bon outil pour Trop ça. instable, pas assez Instable. déterministe, tu peux pas contrôler ton output. Et tu te retrouves tu te retrouves à bidouiller. Ça veut dire que tu essayes de faire un modèle de ton produit avec d'autres applications comme Flair par exemple, mais au final il n'est pas parfait. Non. Et donc, il est bien, mais tu contrôles pas assez. j'ai fait des chaussures, tu vois, donc j'avais 6 boucles au lieu de 5 boucles. Tu peux te dire c'est pas un problème. L'étiquette, le texte va sauter, voilà, t'as plein de complexité. tout à fait. Ouais. Et nous, on n'a pas ça parce que c'est un modèle après, j'ai d'autres problèmes où je mets le produit, j'ai un fond, mais en effet, on a l'impression que c'est juste posé. Tu vois, la dernière fois, on m'a dit, on a l'impression qu'il y a eu une affiche derrière, et donc ça le fait pas non plus. On a des limitations. Oui, c'est la différence limitations. avec nous. Comme ça part d'un objet 3D, que toute la scène est un moteur de rendu 3D, c'est ce que tu as dit en intro. Dedans, par touche, on peut venir à nouveau mettre de l'IA générative sur le fond ou sur une texture, mais le reste est wrappé dans ce rendu 3D, donc tu as un niveau de qualité et de contrôle qui est parfait. Pour ça qu'on sert les marques dont on vient de parler, celles qu'on n'a pas pu citer, mais qui ont des niveaux d'exigence et de précision qui sont très élevés. Mais c'est normal quand tu es Clarins, ton asset, c'est ta marque. Tu veux le rouge Clarins, pas à peu près un rouge Clarins. Ça doit être le code couleur, le Pantone de Clarins. Avec nous, tu peux avoir ce niveau de contrôle. Donc toi, ta vision, en fait, c'est que... C'est quoi ta vision par rapport à ça? Est-ce que tu penses que petit à petit, on va réussir à générer des produits mieux sans avoir besoin de passer même par la 3D et donc générer le produit et générer la scène dans laquelle on a ce produit? Ou est-ce que tu penses que ça va être encore long? Il y a quelqu'un qu'on adore, peut-être tu dois connaître, Levelzio, qui est donc un indie hacker qui est très très fort, qui a plein de sites internet et qui a quelques solutions de génération d'IA, dont Photo AI. Oui. Levelzio, moi j'avais vu un post de lui il y a quelques temps qui était vachement bien, où il disait on va assister à une hybridation des contenus. Et donc, ça veut dire que petit à petit, sur un visage d'un acteur connu ou un visage d'un mannequin, d'une personnalité qu'on va vouloir reproduire dans l'IA, on n'y est pas encore parfaitement, on est à 90%. Après, ça va progresser. Un produit, donc, dans cette scène, on va y aller petit à petit. Donc, une sorte d'hybridation pour à la fin, ça c'est Jensen Huang de NVIDIA qui dit ça, à la fin, everything will be generated, peut-être. Ouais. C'est quoi ta vision par rapport à ça, Hugo? Moi, je suis d'accord avec ça. On va y arriver. Je sais pas te dire combien de temps ça va prendre. C'est pas demain, mais c'est pas non plus après-demain. Donc ça va arriver. Avec à nouveau de la 3D ou de la 2D, en fait, peu importe comment tu y arrives, mais ce sera le cas. Tu vas atteindre cette illusion et ce niveau de qualité qui est parfait. Donc c'est l'histoire de l'innovation et c'est très bien. Le problème, c'est surtout le coût. Parce que ça coûte très cher. Nous, on a une infrastructure cloud qui est très performante, qui scale avec le volume, etc. Donc c'est aussi un de nos avantages sur le coût, c'est-à-dire qu'on a un coût qui tend à baisser avec le volume au lieu d'augmenter, à l'inverse des coûts de modèles d'IA générative. Mais tu auras quand même cette barrière-là, coût pour avoir des softwares sur les gammes de prix dont tu parles, parce que quand tu parles de Flair, par exemple, c'est pas cher. Je ne sais pas comment tu t'y retrouves sur ce niveau-là, ou avec la capacité de calcul de ton téléphone pour un photoroom, qui ne fait plus tout sur le téléphone d'ailleurs. Ouais. Donc tu as une limite technique et financière qu'il va falloir lever sur la structure de coût à un moment. Nous, comment on appréhende ça? On est en avance pour l'instant sur la qualité, sur le contrôle, pas sur la flexibilité parce que d'autres l'ont, mais sur le contrôle, la qualité on l'a. On a quand même une roadmap produit qui est excitante parce qu'on fait la vidéo.
Donc Omi 3.0, le cœur de la release, c'est cette nouvelle fonctionnalité de vidéo. Donc tu peux faire des vidéos complètes et pas des fausses vidéos où le fond bouge un peu et une ombre passe rapidement. Ton produit peut voler, il peut tourner, tu peux faire un travelling de 500 mètres dans ta scène si tu as envie, tu peux tomber du ciel pour arriver à l'intérieur de ton produit si tu as envie de le faire. Donc des vrais effets cinématographiques avec des niveaux de créativité qui sont hyper élevés. Ça pour nous c'est notre deuxième étape en termes de différenciation. Et puis après c'est vraiment cette construction du workflow dont je te parlais. Comment tu fais cette vidéo? Tu as des modèles vidéo derrière ou c'est... Oui, alors c'est pareil, c'est dans le moteur de rendu. Donc nous c'est dans notre moteur c'est encore de rendu. dans le Blender. Tout est dans le moteur qui est basé sur Blender, Okay. le moteur de rendu personnalisé, tout à fait. Dedans, c'est pareil, c'est augmenté par l'IA générative à la fois sur les contrôles. Donc, tu peux prompter une action. Je veux un travelling dans la jungle de mon produit. Tout va être une scène 3D, mais la façon dont y arriver, le text to action de contrôle, on l'a déjà. Moi, je trouve que c'est une commodité parce que tous les outils commencent à l'avoir. Donc, maintenant, c'est à quel point les gens arrivent à s'en emparer techniquement, parce que c'est pas facile en fait de prompter quelque chose de bien ou d'être créatif en écrivant. Mais c'est surtout le niveau de créativité. C'est pas de la fausse vidéo, c'est pas du parallaxe, c'est de la vraie vidéo avec, voilà, comme tu aurais dans un Star Wars, le Mandalorian qui est tout en fond vert, c'est le même niveau de possibilité que tu as chez nous. Mais alors, et dans ce cas-là, en fait, tout ça, comme ça, au début, on se dit c'est très simple, mais quand on creuse un peu, en tout cas que moi j'ai des clients qui me disent trouve-nous une solution, c'est pas si simple. Envoie-les-nous. Exemple. Envoie-les-nous. Mais évidemment, Hugo, compte sur moi. Donc, dites bien que vous venez de la part de Nicolas Guillon quand il y a un code coupon pour Nicolas Guillon, donc n'hésitez pas. Alors, question. Imaginons que justement, je veux avoir un personnage qui tient un produit. Oui. Est-ce que ça, tu sais le faire? Est-ce que tu peux le faire? Et est-ce que mon personnage, dans ce cas-là, il peut même bouger, tu vois, dans une scène en tenant un produit? Oui, alors... Parce que tu vois, là tout de suite, ça complique un peu tout, quoi. Mais d'une certaine manière, oui, c'est ce qu'on aurait envie sur un shoot. Mais tu me demandais la vision qu'on a sur ce segment de la création de visuels produits. Là où on en est, l'état de l'art, c'est que tu as toute une partie, le packshot produit, le bundle produit, la mise en scène produit, la nature morte, etc., qui est automatisable. Le still life, ou en vidéo, qui est automatisé. Aujourd'hui, nous, ce qu'on commande aux marques, c'est de continuer à shooter quand elles veulent un mannequin. Nous, on leur rend du temps et du budget pour qu'elles puissent faire des shoots photos avec un mannequin qui interagit avec le produit, etc. Si tu es une marque de maquillage, le grain de la peau, tu as envie d'un vrai grain de la peau. Tu n'as pas envie d'une image générée par ordinateur, tu n'as pas envie de CGI, de 3D, d'IA, 2D, ce que tu veux. Tu veux garder cette aspérité-là. J'avais fait un studio photo, studio collé, un énorme studio photo à Saint-Ouen, super sympa. Et eux, tu vois, ils m'ont sorti la problématique, les cheveux, tu vois. Les cheveux pour le réal et tout ça, quoi, tu vois. Et c'est une vraie difficulté, bien représenter des cheveux. Je peux pas te parler de certains clients, mais par exemple, nous, les cheveux, pour certaines marques, on n'y va pas. Parce qu'en termes de qualité et de contrôle, ce sera moins bien qu'un shoot, donc on ne veut pas le faire. Après, on recherche, on fait de la recherche. Donc aujourd'hui, tu peux avoir des mains. Dans Momi, tu as toute une collection d'objets de main dans lesquels tu peux placer ton produit, qui peuvent interagir avec le produit. Mais on simule, on n'a pas encore un niveau de qualité qui est suffisant. Moi, si je suis une marque, si j'étais une marque, j'aurais pas envie d'automatiser l'humain. J'aurais envie de garder ce grain, cette authenticité-là. Je veux automatiser tout ce qui est de la nature morte, du style dont tu viens de parler. Ok. Hugo, sur le coût de ton offre, franchement, je pense que ça fait un peu rêver. Tu nous parlais de qualité, donc je pense qu'il y a et d'un gain de temps précieux. Est-ce que tu peux nous donner un peu quelques ordres de grandeur, quelques éléments sur le coût pour un e-commerçant qu'il ait une idée, qui soit peut-être un jeune e-commerçant qui se lance sur Shopify ou un gros qui pense à industrialiser et à avoir un super niveau de qualité? Nous, on a une structure de coût qui est au SKU, qui est au produit. Plus tu vas mettre des produits, moins ça va être cher par produit, et dans lequel tout est compris. Images en illimité, photos, vidéos en illimité, membres illimités, accès illimité, droits illimités à l'année. Et à nouveau, c'est dégressif. Plus tu vas mettre de produits, moins ça va être cher. Le prix de départ, il est à quelques centaines d'euros par an. Donc, ça dépend de des difficultés de ton produit, de la nature de ta marque, etc. Après, quand tu montes dans des très, très gros volumes, notre plus gros client, il a pas loin de 20 000 produits sur Omi. Bon, là, tu as évidemment une offre sur mesure qui est faite. Un truc un peu dégressif, oui, tout à fait. Très dégressif parce que... Mais à quelques centaines d'euros par an, tu dis, sur une SKU. Oui, un produit. Donc c'est accessible. Historiquement, on est d'ailleurs assez fort sur les D2C françaises. Bien sûr. On peut parler de celles qui sont plus ou moins connues, mais de Respire, de Feed, de Sync. Ça, ce sont nos clients de 900 Care. C'est nos clients depuis 5 ans, quasiment, parce qu'on s'est lancé avec eux. Et
On est depuis un an beaucoup plus sur les grands groupes qui, eux, ont plus une problématique d'activer un plus grand volume de produits, de SKU, et qui s'y retrouvent quand même grâce à cette dégressivité. Mais oui, à partir de quelques centaines d'euros, tu peux l'utiliser. Magnifique. C'est ce qu'on voulait faire juste là-dessus avec mon frère, c'est qu'on a voulu démocratiser la 3D et l'IA générative 3D dans le produit, le rendre simple, mais il faut démocratiser dans le prix. Tu peux pas démocratiser la techno et dire ça reste le prix du monde d'hier. Il faut que le prix soit cassé. Et ça, on a réussi à le faire parce qu'on a une infrastructure qui est très résiliente. On est featuré en ce moment sur le blog d'AWS. Si vous voulez aller apprendre sur la partie technique, notre infrastructure, il y a une étude de cas qui est en front page du blog technique de AWS, qui est donc le service cloud de Amazon. Voilà, on a réussi vraiment à travailler très fort pour baisser les coûts et puis servir à un prix qui soit normal. On était sur quelque chose d'inaccessible avant, ça je suis d'accord. Un rendu 3D pour une marque comme Apple, c'est 50 000 euros la photo. Une marque comme Chanel, c'est 5 à 10 000 euros. Bon, nous, on est à quelques centaines d'euros et tu as la même qualité. Au niveau de la logistique, ça se passe comment? Tu as un entrepôt ou tu reçois tout au bureau ou chez toi? Écoute, pour les produits, quand on nous envoie les produits, à quelques pas d'ici, rue de la Chaussée d'Antin, on a le studio de scanning, donc c'est 200 mètres carrés de studio de scanning dans lequel tu as l'entrepôt logistique, effectivement, où on transite tous ces produits. Ce qui est cool, c'est que nous, on est des fans de produits, donc c'est génial d'être dans cette espèce de caverne d'Alibaba du produit dans lequel tu as des milliers de produits. Il faut que tu passes voir parce que c'est rigolo à voir. Et puis on l'a aussi à New York parce qu'on sert le marché américain, donc on a un bureau à New York depuis 3 mois, depuis novembre, un peu plus de 3 mois, où les clients américains peuvent envoyer leurs produits. Waouh. Excellent, ça doit être très marrant cette. C'est assez drôle à voir, faut que tu passes parce que c'est marrant. Ouais. Et vous devez avoir les derniers produits, ceux qui sont pas les encore produits sortis. secrets. Il y a une salle dans laquelle on réserve les produits secrets et tu as tous les lancements, puisque la 3D, ce qui est génial aussi avec Omi, c'est que tu veux lancer un produit que tu n'as pas encore. Tu pourras nous l'envoyer quand tu l'as, mais si tu l'as pas, tu nous fournis l'artwork, donc l'étiquette de ton produit, et nous, on va te créer un modèle 3D et tu vas pouvoir commencer à le commercialiser avant d'avoir reçu ton produit physique. Tu gagnes des semaines, des mois de vente. Donc sur une année, si tu fais ça 10 fois, puisque le CPG, c'est le modèle, c'est de renouveler ses produits, tu gagnes des semaines, des mois de vente. On pourrait imaginer un business de précommande à la Asphalt, un peu comme ça, quoi. Ouais, tout à fait, exactement. Magnifique. Ouais, ça, c'est assez cool. J'ai entendu parler d'une marque, j'ai écouté un podcast, Mathieu Stéphanie, donc Génération Do It Yourself, sur une marque qui s'appelle comment les... Attends, une marque... Il en fait beaucoup, lui, non, j'ai peut-être pas vu les derniers. C'était un nom absurde, avec le mari de Caroline Receveur, l'influenceuse. Ah, Cruel Pancakes. Merci Hugo, je ne l'aurais pas retrouvé. Ouais, Cruel Pancakes. Mais c'est une magnifique Je crois que c'est un carton. Ah non, mais c'est une force incroyable. Ouais, c'est du vêtement. Nous, on ne le sert pas, donc on connaît parce qu'on travaille avec lui, etc. sur d'autres trucs, mais c'est d'une puissance. En fait, le marketing communautaire, quand tu arrives à l'avoir avec la bonne formule, c'est surpuissant. Lui, il ouvre son site une demi-journée, il vend 10 000 pièces, personne ne sait faire ça. Hein. 2 millions d'euros de chiffre d'affaires en 3 heures. C'est une masterclass. C'est une masterclass. Ouais, très fort. Merci Hugo. Petite question sur Miro. L'affaire Miro, le sujet Miro, ces plateformes de shoot, ces plateformes de shoot, j'ai l'impression de parler d'un truc un peu limite de toxico. Donc de shoot photo. De shoot photo. Mais Miro, donc on parlait de valo incroyable, de licorne. On a l'impression que ça s'est un peu effondré. Comment tu as vu, toi, ces business-là et t'es pas sur ce positionnement-là, en tout cas, sur ce niveau Miro, de qualité. Alors, je peux pas pitcher à leur place, mais ce que c'était à la base, une marketplace de photographes. Beaucoup pour l'immobilier ou pour les restos. Uber Eats, c'est tout ça. Tu as besoin de photos pour ta carte sur Uber Eats ou tu veux, sur se loger, mettre en ligne ton appartement pour le louer, Airbnb, peu importe. Donc, tu avais besoin de ça. Peut-être que l'idée t'a un peu inspiré au départ, non? Enfin, je veux dire, en fait, c'est un autre pendant. Oui, t'as raison, c'est un autre pendant du même marché qui est la création de contenu visuel, adressé d'une autre façon. Le problème, c'est la scalabilité pour moi. Et c'est pour ça que quand tu lèves, je sais plus combien, 200 ou 300 millions, d'ailleurs, il faut que tu passes à l'échelle parce que tu peux pas rester petit. Tu peux pas avoir un taux d'attrition, de churn à 80% si tu lèves autant d'argent. Tu dois passer à l'échelle. Puis surtout, tu dois avoir un vrai produit. On a pas refait l'historique d'Omi, mais un ami commun qu'on connaît, Marc Ménassé, qui a investi chez nous en 2020. Qu'on salue, évidemment. Je dirais même l'excellent Marc Ménassé. Non, mais si tu veux, quand on l'a vu, il nous a vu, on était dans des bureaux à lui dans la cave, s'enfermer 2 ans, ne parler qu'à 10 clients et faire le produit. On n'a pas commencé par la promesse marketing.
si tu promets quelque chose, tu dois le délivrer derrière quand tu montes une entreprise, quand tu crées un produit. Toi, ton podcast, la proposition, c'est qu'on apprenne tout sur les tendances sur l'IA. Si le contenu n'est pas au niveau, personne ne va l'écouter. Donc, c'est pareil pour n'importe quel produit. La grosse erreur de Miro, c'est d'avoir vendu une vision et de pas avoir su l'exécuter et la délivrer. Après, c'est jamais plaisant parce que, tu vois, c'était une belle boîte, c'est monté assez haut, assez fort. Bon, ils ont pas réussi. Et puis, le produit, c'était quand même des centres d'annotation outsourcés qu'on vendait comme de l'IA. Il y a un moment, et de post-production indien. Bon, à un moment, ça se voit. 200 ou 300 millions de levées, ça marche pas. Ça passe pas. Ok. Mais en tout cas, on voit que vous êtes toujours là, que vous avancez à fond. Sincèrement, j'ai hâte de voir un peu comment ton Omi 3 là, va être reçu. Parce que ce que j'ai vu, la démo, là, tout ça, je pense que c'est super cool. Le drag and drop et tout ça, je suis très d'utilisation, Écoute, et c'est comme ça que ça doit se passer. T'as raison quand tu parlais tout à l'heure de Canva. Canva, ça devient vraiment un standard pour les jeunes sur l'utilisation. Et on doit sortir de la complexité. Et même, regarde, tout simplement, moi ce que je dis souvent aussi, Photoshop. Moi, je ne sais pas m'en servir. Je sais me servir uniquement de Generative Fill sur Photoshop. C'est la seule fonctionnalité que je sais utiliser. Et pour moi, c'est trop compliqué et je sens vraiment depuis 2 ans que tout ce qui se passe sur l'IA générative, c'est de dire aussi, on en a marre de ces outils difficiles au niveau de l'ergonomie, difficiles à prendre en main. La création devient accessible à tout le monde avec ces outils et hyper facilement, hyper rapidement. C'est ça le message. Ouais, nous, c'est vraiment le message. Et puis le conseil que tu ne demandes pas, mais ce que nous, on s'est appliqué, c'est d'écouter notre utilisateur et de le mettre au centre de tout. Tu vois, c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire. Photoshop, tu sais que ça existe, tu sais pas t'en servir. Maintenant, il y a une feature qui te permet de prompter, d'obtenir un résultat plus ou moins bien, plus ou moins précis. Ça va avancer, ça va évoluer, mais qui te convient. Quand tu crées un produit, tu reportes pas à ton board, tu ne reportes pas à ton CEO, tu ne reportes pas à ton CTO, tu reportes à ton utilisateur. Donc, il faut l'écouter et intégrer son retour dans ton produit. Nous, c'est ce qu'on s'est efforcé de faire en amenant ces technos très techniques, très créatives entre les mains de gens qui ne le sont pas. Et pour l'instant, ça marche. Alors, la 3.0, elle sert à garder cette philosophie et accélérer dessus. Merci pour ton retour. J'espère qu'elle va être bien reçue. On l'annonce là, on la déploie là. Donc, on va vite savoir. Écoute, très sincèrement, ça m'a l'air très, très prometteur. J'ai adoré la vidéo. Et je sais, parce que je sais que c'est un produit dont les entreprises que je peux former auraient vraiment besoin. T'es impressionné de l'autre côté par ce qui se passe sur des Midjourney, Freepik, Runway, Kling, ces solutions un peu B2C de génération d'images et de vidéos, Sora bientôt, VO2 de Google quand il sera accessible, il semble assez incroyable. Tu les regardes avec ton frère, avec vos équipes, j'imagine que vous faites une petite veille. Tu te dis quand même waouh, c'est cool. Ah oui, bien sûr, on les regarde toutes, c'est exceptionnel. Alors elles sont pas, si je prends les extrêmes, si je prends Midjourney et Freepik, Freepik c'est marrant parce que c'est un agrégateur de plein d'outils qui appliquent les modèles et qui les rendent business friendly, ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire tu prends des modèles fondationnels, tu les mets entre les mains des gens et ton but c'est d'être le meilleur sur le produit. Et t'as raison, et je l'appelle aussi le combi magnétoscope TV, dans le sens où il fait un peu tout. Quoi. Il fait tout, play, accéléré. Mais est-ce qu'il fait tout bien? C'est peut-être... Pas forcément, mais il prétend pas à tout faire bien. Je pense qu'il veut servir, tu vois, un certain segment, le prosumer, pas forcément les maths, pas forcément le marketing, etc. Et je m'en sers énormément, moi, pour accéder à Flux et à Mystic 3.5. Et derrière, tu as accès au modèle. Donc ça, c'est génial parce qu'il te les rend accessibles, simplifiés, etc. Bien sûr. La claque, c'est Midjourney. Moi, je trouve que la qualité de Midjourney, alors elle est évidemment impressionnante. Il y a une barrière qu'ils doivent encore lever, qui est ce niveau de technicité pour obtenir quelque chose de précis, de quali, certes, mais surtout de précis, d'obtenir exactement le résultat que tu veux. On a beau dire prompter, tout le monde sait prompter. En fait, c'est pas facile de prompter. C'est quand même un vrai métier. C'est pour ça que toi, les gens se pressent dans tes formations parce que, en fait, ça reste un job et c'est pas facile de le faire. Donc, tu as quand même cette barrière-là. Ce qui m'excite quand je regarde Midjourney, c'est quand tu regardes la roadmap, tu fais les office hours, tout est full 3D. La roadmap de Midjourney est full 3D. Alors, merci de parler de ça, Hugo. Les office hours. On n'est pas beaucoup à en parler en France, c'est surtout sur Twitter, il y en a qui racontent un petit peu ce qui s'est dit, et tu as raison, ça fait au moins 6 mois, ils ne parlent que de la 3D. On a même presque l'impression qu'ils se disent
c'est pas grave, on va pas trop pousser sur le L'image. 6.1 Ouais. actuel et sur l'image. Parce qu'on a un truc monumental qui arrive derrière sur la 3D. Tu vois, moi, c'est un peu comme mon feeling. Tu vois, je me dis, en gros, ils sont sur un truc qui est tellement dingue qu'ils prennent un peu plus leur temps. Ouais. Et David Holtz, le fondateur de Midjourney, on sait qu'il est très visionnaire, qui parlait aussi de modèle du monde, hein, avec un modèle de simulation, un petit peu dans la vision Sora de OpenAI qu'on peut avoir. T'as raison, ouais. Merci de nous parler de Il cette faut les voir, 3D de Midjourney. les Office Hours, c'est hyper intéressant. Mais la roadmap de Midjourney, c'est full 3D. Ils vont révolutionner le gaming. Tu vas avoir des environnements 3-dimensionnels dans lesquels tu pourras évoluer. Ils vont sans doute à un moment révolutionner le commerce. C'est un sujet pour les boîtes legacy type Unreal Engine, qui sont historiquement les plus Epic Games, qui sont les boss techniquement sur la 3D des environnements virtuels. Mais en fait, c'est la prochaine étape. Ah mais là merci Hugo, parce que ça c'est un sujet qui me fascine et j'ai lancé un de mes invités récemment et j'avais pas pu avoir vraiment un retour. C'est en fait côté Runway, j'ai vu le CTO de Runway qui te disait maintenant c'est dingo, on va pouvoir commencer à générer vraiment en temps réel. On a déjà des modèles turbo qui génèrent en moins de 20 secondes, 5 à 10 secondes, mais il disait d'ici fin 2025, on pourra générer en temps réel. Ouais. Et en fait, d'une certaine manière, ça change tout. Pourquoi? Parce qu'on arrive sur des mondes qu'on peut créer à la demande en temps réel. Et là, on revient à notre discussion du départ, et c'est pour ça que je suis curieux que tu nous donnes un peu des éléments là-dessus, ce qui veut dire que par rapport aux jeux vidéo, on n'a même plus forcément besoin d'un moteur de jeu vidéo, on peut générer un environnement en temps réel et se balader dedans. Oui. Alors pour l'instant, on voit des démos sur du Minecraft, donc c'est pas hyper sexy et ça nous fait pas rêver, mais en vrai, c'est fou. Et donc on a un côté à la fois simulation et changement complet du divertissement du jeu vidéo, voire du Netflix et du film, tout est mêlé, quoi. Ah, tu vas vers l'immersion et l'interactivité complète du contenu. Donc, c'est très ambitieux de la part de Midjourney, parce qu'effectivement, l'asset aujourd'hui, c'est de l'image 2D, principalement. Mais ils veulent aller vers la 3D, ça va faire tout ça. Et puis, on s'est beaucoup excité il y a quelques années sur le métaverse, et tout le monde dit où est le métaverse. Mais le métaverse, c'est le gaming. Je ne sais pas si tu as des enfants, mais si tu regardes la Gen Z, bah, elle est sur Fortnite toute la journée. À 350 millions d'utilisateurs mensuels sur Fortnite, qu'achètent des skins, qu'achètent des armes, qu'achètent des vêtements, qu'achètent des maisons sur Fortnite. Bon, eux, ils vont avoir le modèle fondationnel qui structure tout ça. Donc, Midjourney, c'est une claque, si tu me demandes mon avis. Et puis, c'est précurseur, ce côté 3-dimensionnel, parce que tu pourras évoluer dedans, interagir avec les éléments. Tu peux pas interagir avec une photo aujourd'hui. Interagir dedans, c'est le futur du contenu, c'est le futur du divertissement, c'est le futur du gaming. Nous, ça nous excite parce que notre métier, c'est de faire des modèles 3D, de générer des images, et demain, ce sera de les distribuer dans ces environnements-là. Ah, je te vois venir, exactement. Tu parles d'assets virtuels, quoi, d'une certaine manière. C'est ça, un digital twin. Mais toi, même des skins Fortnite et tout ça, en théorie, tu pourrais donc les créer. Et les distribuer. Ouais. Nous, nos assets sont en plus dits interopérables, donc ils fonctionnent pour faire du rendu, du pré-rendu très réaliste que tu pourrais afficher sur l'Opéra, ou du rendu pour de la VR ou de l'AR. C'est le même fichier 3D qu'on génère et qu'on peut distribuer partout. Tu sais que j'ai reçu aujourd'hui une imprimante 3D. Ah, tu vas t'éclater. J'en ai jamais eu. J'en parle dans mon podcast précédent. Donc ça, tu vas t'éclater. Et franchement, toi, t'en as une? On en a pas mal au bureau. Alors, je sais plus le dernier modèle qu'on a pris, mais c'est, dès qu'il nous manque une pièce, dès qu'il nous manque un câble, dès qu'il nous manque un truc, tu l'achètes plus, tu le printes, quoi. Ah bon? Ah ouais. Attends, tu peux me zoomer un peu là-dessus, ouais. Enfin, parce que j'avais pas. Moi, je l'ai prise donc pour faire marrer mes enfants, c'est ça que je dis, qui ont donc 3 et 5 ans. C'est bien que tu leur mettes un outil comme ça entre les mains, je pense. T'as raison. Ouais, je pense que ça va être cool, tu vois. Donc j'ai reçu cet après-midi, tu vois, avant de partir te rejoindre. Et mais attends, mais explique-moi, toi, tu fais quoi au bureau avec ça? Alors nous, au bureau, c'est pas moi qui m'en sers, c'est notre équipe design. Enfin, moi, j'ai imprimé des figurines, j'ai joué avec ce genre de choses. Donc, t'as tout l'aspect jeu. Imprimer une figurine, imprimer la voiture, une miniature de ta voiture préférée, etc. Nous, on en a 3 ou 4 dont on se sert pour imprimer les pièces qui nous manquent quand on doit setup un scanner, quand on doit scanner un objet qui est plus compliqué. Ça peut être une goulotte pour un câble, ou ça peut être des objets beaucoup plus gros. En fait, tu vas passer d'un monde fini, où il y avait une offre de produits, d'éléments disponibles sur l'étagère, à un monde infini où toi, tu peux customiser tout ce dont tu as besoin en 3 heures d'impression 3D. Donc l'impression 3D, à nouveau, tu as raison de mettre tes enfants dessus parce que c'est une grosse partie de ce futur-là. On imprime des maisons en 3D aujourd'hui.
C'est vrai, c'est Donc, vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a des projets comme ça aussi, construire des bases lunaires Ouais. avec, Bah ouais. avec des imprimantes 3D à partir du sol lunaire et tout ça. C'est incroyable. C'est On de vit une manière époque- autonome. on vit une des époques les plus excitantes de l'humanité, hein. Je sais que le monde est un peu sombre, le monde peut être un peu inquiétant, mais l'innovation technologique, cette vague, cette rupture qu'on vit, on est extrêmement chanceux de la vivre. C'est plus que l'imprimante, hein. C'est Ouais. l'équivalent du feu. Parlons de ça justement, Hugo. Ouvrons un petit peu. C'est ça, on a l'impression d'avoir toutes les semaines des révolutions qui nous auraient scotché une fois tous les 6 mois, voire un peu plus longtemps, précédemment. Mhm. On a une accélération totale, boostée par un post-loi de Moore, Ouais. des nouvelles lois qui vont encore plus vite, des lois de scaling qui vont x10 par an sur la puissance de calcul. Là, on était sur du x2 par an avec la loi de Moore. Et on a l'impression, on ne sait pas où ça va s'arrêter, mais c'est extraordinaire, toutes les découvertes, toutes les nouvelles possibilités qui s'ouvrent à nous. Et l'enjeu, c'est de naviguer le bruit qui vient avec. C'est une vague d'innovation, il y a des grappes d'innovation, et donc tu as forcément des effets d'opportunité de gens qui présentent de l'innovation qu'on n'est pas vraiment, qui font du marketing, du produit, etc. Donc il faut trier là-dedans. Moi, je pense que c'est l'ère aussi de la niche. Donc, tu vas avoir des opportunités de scaler et d'innover dans plein de niches qui étaient avant fermées pour des raisons techniques, des raisons de coût, etc. Donc, l'innovation va aller plus loin, elle va être plus précise, plus ciblée. Mais c'est, enfin, tous les matins, si tu te réveilles pas excité en 2025, je sais pas ce qu'il te faut, quoi. Je suis complètement d'accord. Je pense que c'est, sincèrement, c'est la meilleure année. C'est un film, hein, quand même. Donc, ouais, bon. Non, mais merci. Non, mais écoute, c'est une très bonne manière de le présenter. Non, mais sincèrement, c'est complètement fou. Ouais, 2025, c'est fou. Et on se revoit en janvier 2026 ou en février 2026 et on aura fait, comme tu as dit, plus que x10. Et 2025 est dingue parce qu'en plus, même par rapport à 2023, 2024, c'est fabuleux. Depuis ChatGPT, 30 novembre 2022, on a les yeux écarquillés, mais on était quand même, on a passé plusieurs vagues de prototypage sur l'image, sur la photo, sur la vidéo, où on avait 6 doigts, c'était pas parfait, on n'était pas encore à du vidéoréalisme. 2025, on arrive à des cas, en effet, et je pense que là que c'est intéressant d'intégrer ça dans ton modèle au Mi 3, c'est qu'on arrive à des cas en fait qui sont parfaits, qu'on peut tout à fait utiliser, et qui deviennent même plus réel que la réalité, quoi. Oui. Et en tout cas, qui enlève les limites de la réalité. Tu veux faire un shooting sur Mars, tu peux pas aller envoyer un photographe sur Mars shooter, tu peux faire de la post-production, de la VFX, etc. Bon, c'est un prompt de toi maintenant. C'est à quelques clics de toi. Donc, tu as cette barrière créative qui est tombée. Et je pense qu'on va vivre une ère de créativité. Et le rôle des marques et des directeurs artistiques, c'est de faire le tri entre ce qui est de l'IA, garbage, peu créative, et à quels endroits ils peuvent utiliser ces outils-là pour augmenter leur histoire, leur storytelling et leur créativité. Fred Rayard, Fred et Farid, qui était à ta place il y a 2 semaines, exactement, m'a dit, donc Fred il est fort, c'est un communicant, enfin toi aussi évidemment Hugo, mais il a quelques phrases qui sonnaient hyper bien, c'était l'IA générative, avec son studio AI Imagination, l'IA générative, c'est better, faster, cheaper, more sustainable. Donc on a un quadrilatère un petit peu invincible. Et deuxième chose, qui était exactement ce que tu viens de me dire, il me disait, on va voir poindre quelque chose qui va être que on va avoir une décorrélation entre l'effet waouh, le gigantisme de ce qu'on peut faire sur une production d'une campagne de pub ou télé, voilà, et le budget, les moyens. Comme tu me le disais à l'instant, avant, faire quelque chose de bien fait pour une scène qui se passe sur Mars, ça nous aurait demandé un truc à la James Cameron. Et là, en fait, maintenant, ça c'est fini, quoi. Ouais. Alors là où je suis pas d'accord avec ce qu'il a dit et ce que tu répètes, cheaper, tu peux l'entendre de 2 façons. Tu peux l'entendre plus abordable, more affordable, ou cheaper en termes de beaucoup plus cheap en termes de qualité. Et donc je pense qu'il parle du prix, mais tu as raison de préciser. Mais bien sûr qu'il parle du prix, mais je pense que c'est le risque, c'est que tout se nivelle par le bas. Bientôt, tu pourras plus dire si le contenu que tu regardes est de l'IA générative ou pas. Alors ça pose la question de la base de données originelle, puisque on parle de Midjourney, il y a un style Midjourney. Stability, Stable Diffusion, il y a un style Stable Diffusion.
Le risque pour la communication, c'est que tout s'appauvrisse parce que tout s'étalonne sur le même style en fonction du modèle que tu utilises. Donc l'enjeu, c'est de continuer à être créatif avec ces outils-là. Ils ne doivent pas remplacer la créativité, ils doivent venir l'augmenter. Mais c'est un vrai sujet. Et les marques, c'est pour ça qu'elles sont assez frileuses sur le fait d'y aller à 200%. Elles ne veulent pas tout sacrifier. Quand tu es une marque, quand tu es Clarins, le rouge Clarins, c'est 100 ans, enfin pas 100 ans, mais 50 ans d'innovation pour tomber sur le bon rouge et savoir ce qu'il dit, ce qu'il inspire, etc. Si tu l'appauvris en faisant des rouges à peu près Clarins, ben, tu n'as plus de marque. Donc c'est là où nous on intervient. On est là pour leur permettre aux marques d'amplifier leur créativité, pas de la remplacer. Nice. Hugo, petite question. C'est quoi ta vision en tant qu'ancien méta, quand même, ex-méta, Tout le monde n'est pas parfait. C'est quoi ta vision des GAFAM aujourd'hui, de cette dynamique un peu justement, de cette course à l'AGI, de ces investissements en dizaines de milliards de dollars annuels? Comment tu vois cette course, la position des GAFAM là-dedans? Alors, je pense qu'il y a un aperçu, une façon de le voir comme s'ils étaient différents, mais ils sont quand même tous dans la même cour. Donc, je pense qu'il faut être conscient de ça. Ils sont principalement américains. Ils jouent la même balle et ils ont le même objectif. Donc, je pense qu'il faut garder ça en tête. Ils se prêtent leur data center, ils se prêtent leurs puces, ils les fabriquent ensemble. Donc, il ne faut pas être dupe sur ce qui est l'apparence d'une compétition entre eux et ce qui est la réalité du fait qu'ils soient dans le même camp. Nous, Européens, on a du mal à voir ça. Ce que tu me dis là est intéressant. Alors, je comprends qu'ils se prêtent et tout ça, mais on ne me l'avait pas exprimé comme ça, mais c'est une réalité, tu as raison. Ça ne veut pas dire qu'ils s'aiment bien. Hein. Mais en fait, quand je t'entends dire ça, ça veut dire que d'une certaine manière, si on n'est pas naïf, nous, bah, en vrai, il y a quoi derrière? Il y a les États-Unis, quoi, en fait. Exactement. Ouais, c'est ce que je veux dire. Ils sont dans cette même équipe. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a des inimitiés entre eux, ça ne veut pas dire qu'il y a de la concurrence pour les marchés, etc. Mais ils vont tous pousser dans le même sens. C'est le sens des annonces qui ont été faites aux États-Unis. Ils se mettent ensemble, ils unissent leurs forces, même s'ils ne s'aiment pas et même s'ils sont compétiteurs et concurrents sur certains marchés. Ça ne se fera pas sans eux. Il faut aussi garder en tête qu'aux États-Unis, ils sont l'extension du pouvoir public. Ils ont des marchés publics, ils ont des politiques de défiscalisation, donc ils sont le bras armé de la puissance publique américaine. Il faut pas. Moi, mon message, c'est ne soyons pas candides, ne soyons pas naïfs. On est face à le terme est fort, mais c'est une hydre qui a plusieurs têtes, mais c'est la même hydre. Donc, il faut l'avoir en tête, je pense. Ce qui renforce encore ce que tu nous disais sur l'AI Act tout à l'heure. Nous, je sais pas ce qu'on fait et on rate une occasion dingue. C'est-à-dire qu'on avait l'occasion de revenir dans le jeu. Tu as des talents, tu as des boîtes qui poussent les murs. On a parlé des innovations de Mistral, du modèle de Mistral toute la semaine. C'est incroyable ce que fait Mistral. Incroyable. On devrait, comme eux le font, unir nos forces derrière Mistral. Bien sûr. 105 milliards d'investissements, 3 ou 4 milliards français. Il y a un truc qui marche pas. DeepSeek, en un mot, t'en as entendu parler, t'as essayé? J'ai pas essayé, j'en ai entendu parler comme tout le monde, il faut le tester. Ah ouais, rien que pour voir, tu vois la chaîne de raisonnement se décomposer devant toi, là, cette chaîne de pensée pour afficher donc le raisonnement du modèle, c'est complètement bluffant. Tu dis que ça va plus loin que le coût marketing? Oui, beaucoup. Oui. Il faut que je teste. Alors, je l'ai pas testé. Ça va plus loin en termes de, tu vois, donner l'accès au raisonnement, au modèle de raisonnement au grand public et présenter, tu vois, les choses d'une manière nouvelle. Et après, derrière, bah oui, la propagande et tout ça, le marketing dont tu parles, mais sincèrement, c'est bluffant. Thomas Wolf, que j'ai reçu ici, juste la semaine dernière, donc cette semaine, en l'occurrence cette semaine, il m'a parlé de ça. Il me disait qu'il voyait un petit peu aussi un deuxième moment de ChatGPT, tu vois, où en fait, un modèle comme ça qui arrive mainstream en B2C, ça veut dire plusieurs centaines de millions d'utilisateurs. On l'avait vu avec ChatGPT, on revoit ça avec DeepSeek, et ça n'arrive pas tous les jours. En tout cas, c'est fort parce que eux, le chinois ici réussit à rendre ça pareil à l'américain. Ce que nous, on n'a pas réussi à faire alors qu'on a des modèles, et on les a d'ailleurs en France, en Europe. Donc de ce point de vue-là, c'est assez fort. Moi, je me demande comment ils s'y
trouvent sur le modèle financier, parce qu'ils sont aussi des disrupteurs sur le modèle financier par rapport à ChatGPT ou par rapport à d'autres modèles. Ah, je crois qu'ils n'arrivent même pas, ils n'arrivent plus à servir les prompts en fait, hein, Ouais, tu ils vois, arrivent à plus. répondre. Ouais, ouais. Voilà. Mais comme ChatGPT, au bout des 4 ou 5 premiers mois, Bien sûr. je ne l'ai pas testé, donc je ne peux pas t'en dire plus, mais c'est sûr que c'est impressionnant. Et puis c'est surtout ce recalibrage de cette balance de pouvoir entre l'américain et le chinois, d'un point de vue juste géopolitique, c'est fascinant à regarder. Et l'autre truc sur lequel nous, on a une carte à jouer, c'est que comme n'importe quel pays, n'importe quel continent, n'importe quelle organisation, on a de la data. On a notre data, qui n'est pas aux autres. Bon, et ça, qu'est-ce qu'on en fait? Pourquoi elle n'est pas d'abord donnée à nos champions? Pourquoi on n'a pas des accès, des chemins, des voies beaucoup plus faciles? Pourquoi on la ferme pas? Pourquoi on refuse pas de la donner aux autres pour nous donner la priorité à nos boîtes? En fait, c'est fou d'avoir des munitions, tout sur la table, et de pas réussir à mettre en œuvre et en musique le sujet. Je pense que tu vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il faut arrêter d'être naïf par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Notre data, justement, on la prépare bien et on la met, notre data française. Pour nos acteurs français. Et on la met aujourd'hui, on en fait 2 trillions de tokens qu'on met sur Hugging Face et sur lequel, à la fin, c'est OpenAI qui va s'entraîner. Ouais. Ou alors comme ça. Mais du coup, c'est toi qui as les cordons de la bourse, puisque pas d'IA sans data. Non, mais je pense que mais je pense qu'on n'est pas assez. En fait, je pense qu'on parle tous les deux d'une certaine manière, peut-être d'une vision un peu plus protectionniste qu'on devrait avoir sur la France et l'Europe en réponse au vrai comportement que les Américains peuvent avoir. Et puis d'ailleurs, le vice-président américain, il s'est pas caché. À l'AI Summit, il l'a dit. L'AI sera américaine. Et vous êtes mignons, mais elle sera américaine. Donc bon, moi je me dis, on a quand même des arguments, on a des ressources, on a un coup à jouer, quoi. Hugo, toi, je suis d'accord. AGI, ça te parle? Oui. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu penses qu'on va y arriver? Donc, intelligence artificielle générale. Oui, on va y arriver. L'humanité créera quelque chose qui résonne plus vite, plus fort, plus efficacement qu'elle, je pense. Est-ce qu'on y arrivera avec langue technique actuelle? Je sais pas. Il y a des gens qui pensent que oui, il y a beaucoup d'experts qui vont te dire que non. Toi, t'es un luckiniste. Pas vraiment, parce que en tant qu'ex-méta. Mais ça consomme quand même beaucoup de ressources. C'est quand même très cher. Ça demande quand même beaucoup d'investissement. Et puis voilà, il y a un problème pour moi de coût. On connaît les niveaux de financement d'OpenAI, ce qu'ils demandent pour faire ses alliances, etc. Donc cet argent existe, hein. Il est là, il peut être mis à disposition s'il y a une volonté politique de le faire. L'AGI, oui, je sais pas si on le fera avec cette entente technique. Moi, je suis pas un chercheur, je suis pas un ingénieur. D'un point de vue purement modèle, ça me semble très cher pour le faire marcher. Si tu pouvais poser une question à une IA du futur de 2030, quelle serait cette question, Hugo? Si je pouvais poser une question à une IA du futur en 2030, quelle question je lui poserais? Quelles erreurs éviter de 2025 à 2030 pour Romy? Ok. Avec tu penses que c'est une période avec action plan concret? C'est une période un peu charnière pour vous aussi? Oui, on aura 10 ans en 2030. Donc 10 ans, 5 ans, c'est déjà un vrai cycle. C'est une boîte qui maintenant fait des gros volumes de rendus, des gros volumes de chiffre d'affaires, etc. L'étape d'après, c'est de passer encore plus à l'échelle internationale. C'est un nouveau jeu, je sais qu'on va faire des erreurs, on va apprendre. C'est un monde qui évolue très vite, c'était tout l'objet de notre conversation, donc tu ne contrôles pas tout. Il faut qu'on soit vigilant, il faut qu'on soit bon, il faut qu'on reste agile et qu'on continue de s'adapter. Si je pouvais avoir un conseil d'une IA du futur sur ces 5 années qui s'ouvrent pour nous, je le prendrais volontiers. Cool. L'entrepreneuriat entre frangins, c'est cool. Écoute, c'est tellement confortable, on est très complémentaires. C'est qui le grand frère? C'est moi, ça me fait plaisir. Là, tu me régales. Moi, je suis grand frère. Ah bah, tu vois, ça va, parce que quand alors les gens qui me disent tout de suite, c'est toi le grand frère, je sais que j'ai pris un coup, mais c'est moi le grand frère, on a 4 ans d'écart, et puis on est très complémentaires, puisque, donc moi, je suis business product, et Paul est très product, mais surtout un ingénieur. Il vient de Payfit et de Zenly, qui est une boîte qui a été rachetée par Snap. Ah bah oui. Et donc, on est tous les deux sur 2 sujets qu'on ne maîtrise pas l'un l'autre, on a un œil frais sur le sujet de l'autre. On est en confiance absolue, on a eu envie de monter une boîte depuis qu'on est tous les deux nés. Donc moi, je le recommande, l'entrepreneuriat entre frangins. Magnifique. Dernière question, est-ce que tu as un bouquin ou un film de science-fiction à nous recommander? Ah, j'adore.
Eh ben justement, mon frère, à Noël, m'a offert un livre. Tu connais sans doute Warhammer, Oui, le jeu de plateau, bien sûr. qui est aussi un jeu vidéo. Truc de geek quand même. Hein. Qui est un gros truc Je de connais, geek. mais j'y vais pas tous les jours. C'est hein. un truc de Je gros m'en geek. sers pas tous les jours. C'est tu construis des armées et tu t'affrontes pendant 3 jours à coup de dés. Mais ça part de livres et il m'a offert la trilogie initiale qui s'appelle L'hérésie d'Horus et que je recommande à tout le monde parce que, pour le résumer simplement, c'est un pavé de 227 000 pages, mais l'humanité a conquis l'espace, elle n'a plus de dieu, elle n'a plus vraiment de raison d'être, elle a annihilé les espèces extraterrestres et elle retrouve des pendants de la civilisation de l'humanité perdus aux confins de l'espace. Et donc elle se retrouve face à elle-même, avec d'un côté une volonté plutôt pacifique et de l'autre une volonté très guerrière. Et donc ça pose beaucoup de questions sur la religion, le progrès, jusqu'où on va, etc. Donc voilà, je ne sais pas si on t'avait déjà parlé de ça. Ah non, mais Il est à lire. Là, tu me l'as bien pitché et ça me fait penser un peu à d'autres bouquins, mais c'est des thèmes que j'adore. Ça ressemble un peu d'ailleurs à Dune, d'une certaine façon, etc. Magnifique. Ça existe depuis les années 75 et il y a 650 bouquins. Donc si ça te branche, tu peux y aller. Hugo, merci beaucoup. Merci à toi. On avait mis un peu de temps à organiser le podcast, mais je suis ravi de l'avoir fait avec toi. À tous nos auditeurs, suivez bien cette semaine, parce que là vous êtes quasiment en live, les annonces d'Hugo et de Omi sur Omi 3. Et essayez cette magnifique solution pour faire de la qualité et gagner un temps précieux. Merci pour ton invitation, Nicolas. Merci Hugo. À plus. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Comptoiria jusqu'au bout. Pour me soutenir, merci de le partager à 2 amis ou de le relayer sur les réseaux sociaux et de le noter 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Pour finir, si vous voulez échanger sur l'IA générative et ses applications, contactez-moi directement sur LinkedIn ou venez simplement au meet-up mensuel Comptoiria. À bientôt.